Bienvenue dans ce dernier PAF de l'année 2017. Donc l'année prochaine, on vous souhaiterait une bonne année à la même heure. Mais pas encore, parce que ce n'est pas encore le moment. Mais on vous souhaite quand même de très belles fêtes. Et pour préparer ces belles fêtes, eh bien, il y a avec nous Florence Mercadet. Bonsoir. Bonsoir Patrice. Avocate au barreau de Versailles. Et on est ravis d'accueillir un autre membre du barreau, Vincent Ohanessian. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Tout à fait. Pénaliste et surtout en partie. Et on va le voir, vous préparez un livre sur la liberté d'expression qui paraîtra dans quelques mois, et on va peut-être parler de liberté d'expression dans cette émission, parce qu'il y a eu dans l'actualité des faits qui relevaient de cette question. Avec nous Stéphane Monceau. Bonsoir Patrice. Professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et pas encore en vacances. Donc, Jamais. Le travail commence pour nous universitaires au moment où les autres sont en vacances. Patrice. Et inversement. Et inversement. Voilà. Mais voilà, on en connaît un qui est en vacances, hein, cela dit, mais qui est là actuellement. Enfin, oui, c'est ça. Nous en parlerons un peu plus tard. On le salue. On le salue de tout cœur. Et il n'est pas. Oui, voilà, absolument. Et Jean-Charles Lajoigny. Bonsoir. Bonsoir, éditeur. Et toujours. Et vous êtes venu pas les mains vides, si je puis dire, puisque avec deux livres que vous publiez, les deux derniers opus de votre maison d'édition. Sous pression de Pascal Jawel. Voilà, alors ça c'est un livre drôle, écrit un peu en argot, enfin une langue très fleurie, enfin très verte en tout cas, une enquête... un officier de police qui s'appelle BHL. Voilà, Bertrand Hilaire le Jeune, mais dit BHL, voilà. Et c'est très drôle, et ça se passe au Havre, donc c'est le deuxième opus de de Pascal Jawel. Jawel chez nous, voilà, c'est très marrant. Et puis le pacte de Didier Faure. Alors lui, c'est un journaliste, c'est son premier polar, et c'est un roman policier assez fameux et très original. Tout tourne autour d'un tableau que tout le monde ici connaît très bien, qui est le fameux retable d'Issenheim, que tout le monde va voir, musée de Colmar, voilà, et ça tourne autour de ça. Donc c'est polar et art et ergot de seigle, en fait, voilà, la maladie de l'ergot de seigle, voilà. Mathieu Grunewald le exactement. Je fais semblant de le savoir, mais c'est écrit derrière. C'est marqué derrière. C'est fort, ça, non? Très fort. Alors, je disais, c'est pas encore 2018, mais on arrive. Donc, on va peut-être reparler un petit peu des événements qui vous ont marqué dans l'année précédente. Juste une question de vocabulaire, parce qu'il paraît qu'on ne dit plus maintenant les fêtes de Noël, qu'il faut dire fêtes de fin d'année. Jean-Charles, vous êtes très heureux de ça. Ah ben oui, je ne sais pas qui ne dit plus ça, mais en tout cas, moi, je dis toujours les fêtes de Noël. Ah bon. Et je crois que ça relève plus de la rumeur, ça relève plus de la rumeur et de ce qu'on qualifierait de gros fake que d'autres choses. Parce qu'en fait, tous les exemples que j'ai vus, c'est des trucs bidons. En fait. Mais la laïcité, quand même, c'est important. Ben, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Non, mais ne tombez pas dans tous les panneaux qu'on vous tend. Je veux dire, vive les crèches, vive Noël. Hein. Mais les crèches partout, même les crèches dans les mairies aussi. Mais bien sûr, il y en a toujours eu. Oui, c'est partout. Voilà, partout. Il y a toujours eu des crèches. Partout en Vendée, en tout cas. Voilà. Non, mais à Paris, 35 800 communes de France. À Paris, avant, il y avait la plus grande crèche du monde, quasiment. Et on s'enorgueillissait de cette crèche magnifique. Voilà, c'était bien. Pourquoi supprimer les crèches? Enfin, c'est vraiment une aberration. Enfin, dans les mairies, dans les lieux publics. Et dans les mairies, où on veut des crèches. On ne va pas mettre une crèche dehors. Donc il faut bien que ce soit abrité. Donc on met un sapin. C'est fait pour abriter les gens qui sont dehors, justement. Voilà. On ne va pas laisser les santons sous les intempéries. Absolument. Voilà. Vincent Ohanessian, vous êtes plutôt pour dire Noël, fin d'année? En ce qui me concerne, à titre privé, je dis déjà comme je veux. Oui. Donc, et ça n'a rien à voir avec la laïcité. Donc si moi je veux dire les fêtes de Noël, je dis les fêtes de Noël. Et c'est d'ailleurs ce que je dis quand je désigne Noël, c'est très précisément en fait le 25 décembre. Puisque pour moi Noël c'est ça, c'est les cadeaux, le sapin, voilà. En revanche, si par exemple au cabinet je demande ce que les gens vont faire globalement pour Noël et le jour de l'an, là je vais pouvoir dire effectivement qu'est-ce que vous faites pour les fêtes de fin d'année.
Voilà. Mais quand je parle de Noël, pour moi, c'est vraiment Le 25. Oui, c'est le 24 au soir et le 25. Voilà. Les cadeaux et le repas du lendemain. C'est le seul vrai débat autour de Noël, c'est de savoir s'il faut faire les cadeaux le 24 ou le 25. C'est le seul débat intéressant, c'est tout. Mais après, le reste. Plutôt le 24 au soir ou... Moi, je suis plutôt pour le 24 au soir. Ouais. Ouais. Mais après minuit ou... A priori, oui, Après c'est la bien. messe, Après la messe. Ouais. Après la messe. Vous allez à la messe. Pardon ? Vous êtes un fou de la messe. Non, mais c'est une fois par an, c'est bien. C'est le minimum. C'est la messe de Noël. C'est plutôt le 25. Non, moi, oui, Noël, ça me dérange pas du tout. Ce sont de bons souvenirs. Mais je fête le solstice d'hiver. Oui, qui est antérieur. On fêtait déjà le solstice d'hiver avant la chrétienté. C'est vrai. Et j'aime bien cette idée de fêter le solstice d'hiver. Bah oui, parce que les jours se raccourcissent, donc il vaut bien fêter quelque chose. Et de surcroît, les jours commencent à rallonger à partir du solstice d'hiver. Voilà. Alors, si on parlait de l'affaire Tron, parce que... excusez-moi. Non, on s'en fout de ce que je pense, mais c'est pas grave. J'avais l'impression que ça ne vous intéressait pas, donc... Si, comment ça m'intéresse pas. Non, mais si. Vous dites quoi, alors? Moi, je dis quoi? À titre privé, avec les gens que je connais, je dis plutôt bonne fête de Noël. À mes clients, je souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, de façon globale, parce que je ne vais pas les revoir d'ici probablement le 2 janvier. Et pour moi, le souvenir sur Noël, c'est le soulagement que j'ai pu avoir quand j'étais petite de savoir que le Père Noël n'existait pas, parce que j'attendais les cadeaux pour le 25 au matin. Ça comme ça, hein. Oh bah non, mais là, c'est tard, non? Oui, enfin, il n'existe pas selon certains, mais pour d'autres... Ah oui. Oui, méfiez-vous. Ah oui. Voilà. Voilà. On m'a dit que... on m'a fait croire qu'il existait, après on m'a fait croire qu'il n'existait pas. Donc, après j'étais dans une incertitude. Et je trouvais que cette présence du Père Noël, qui était un grand bonhomme avec une grosse barbe, m'impressionnait beaucoup. Donc je pense qu'on m'a dit qu'il n'existait pas parce que j'étais angoissée sur le Père Noël. Ça devait être... Nous, on était moins Coca-Cola que vous, donc nous, c'était Saint-Nicolas. Qui était, qui est quand même, dans l'Est, vous. Voilà, c'est mieux. Saint-Nicolas, et puis après, c'est le petit Jésus, le 24 et le 25 décembre. Coca-Cola, voilà. c'est très contesté, hein, l'idée que ce soit Coca-Cola qui impose... Oh, enfin, quand même, ils ont on va revenir là-dessus, mais... Enfin, bref, non, voilà. Donc, Saint-Nicolas, c'est bien. C'est bien aussi. Je suis pour Cela dit, vous avez été à la conférence du stage, non? Oui. L'existence du Père Noël, non, ça n'a pas fait partie des débats. Ça aurait pu. Disons que, vu le nombre de sujets plus ou moins cocasses qui sont distribués, inventés chaque année, ça a bien dû exister. Voilà, ça a dû exister. Ça a bien dû tomber. Ça a dû tomber, oui. Enfin, j'ai pas eu affaire à celui-là. En tout cas. Non, vous avez eu quoi? Donc j'ai eu 3 sujets. Le premier sujet, c'était les cœurs à prendre, se pêchent-ils à la ligne? Et j'avais eu par l'affirmative. Le deuxième sujet que j'avais eu, c'était les repas de famille sont-ils indigestes? Oui, on est dans par l'affirmative aussi. Et là, effectivement, on n'est pas forcément de Noël. Et puis, au troisième tour, j'avais eu la peur inspire-t-elle tous les crimes? Par la négative. Ah, la peur n'inspirerait pas les crimes. Donc voilà. Et il faut expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas ce que sont les conférences du stage. Ce sont des jeunes avocats, jeunes ou plus ou moins jeunes, on va dire jeunes dans le métier, on va dire. Dans le métier, oui. Qui passent un concours d'éloquence, entre guillemets, parce que, l'éloquence, on pourrait parler aussi de ce qu'est l'éloquence, mais sur des sujets loufoques qui ne sont qu'un prétexte, en fait, pour écrire et servir sa propre personnalité à travers un discours. Et qui, de ce fait, sont un bon exercice pour ce que pourrait être plus tard une plaidoirie, puisque une bonne plaidoirie n'est pas forcément une belle plaidoirie, mais c'est une plaidoirie efficace, qui convainc, un minimum. Ouais. Voilà. Vous avez vu le film Brio, non? Non. Justement sur. Oui, c'est bien, très bien. Bon film, avec Daniel Auteuil en concours d'éloquence, enfin, en réalité. Un professeur de droit. Oui. Qui est professeur de droit. Oui, c'est pour ça que tout le monde est concerné. Qui fait semblant. Mais je ne l'ai pas encore vu. Je vous le dirai, Jean-Charles. Je vous le dirai, si c'est vrai. Alors, parlons de l'affaire Tron, parce qu'il y a deux choses intéressantes dans cette affaire. C'est-à-dire, il y a eu le report du procès. Il faut dire que dans Envoyé spécial, il y a un témoignage d'une personne qui n'avait pas encore témoigné au procès, qui a dit avoir été agressée par l'ancien député, je crois qu'il n'était plus député, mais il est toujours maire. Maire de Draveil. Maire de Draveil.
Ce qui évidemment pose des problèmes, je pense, pour la défense de l'accusé. Et puis deuxième chose, alors il y a eu ce report du procès par ce qu'on appelle la rupture de la foi du palais par Maître Dupond-Moretti, c'est-à-dire de la conversation en principe privée qui peut exister entre les avocats et le président. Sur cette affaire, oui, justement, qu'est-ce qui vous choque le plus? C'est la diffusion d'un témoignage ou c'est cette rupture de ce qu'on appelle la foi du palais? Ou les deux? Un peu les, oui, non, mais un peu, non, si, un peu les deux. Enfin, surtout la diffusion. Là, je veux dire, je suis extrêmement perplexe qu'une chaîne publique puisse diffuser un documentaire à charge, puisqu'il est exclusivement à charge, la semaine où il y a le procès, en diffusant effectivement des déclarations d'un témoin qui n'a pas encore été entendu, qui doit être entendu. Et ça, je trouve ça extrêmement choquant. Je trouve que c'est une responsabilité extrêmement importante. Ne serait-ce, puisque Dupond-Moretti avait demandé le lendemain matin le report du procès sur cet argument qu'il n'avait pas eu. Oui. Puisque la Cour alors, a décidé... on retenait aussi que enfin, les auteurs du reportage disaient qu'ils avaient demandé et donné la parole à la défense de Georges Tron, donc à Dupond-Moretti, et que ceux-ci avaient refusé de participer. Oui, ce qui est leur droit, absolument. Mais pour autant, je trouve ça... Enfin bon, je trouve ça incroyable que ce soit diffusé pendant le procès. Qu'ils le diffusent après, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais pas pendant le procès où les jurés doivent avoir quand même un minimum de pouvoir tirer leurs arguments et leurs convictions pas de l'extérieur. Exactement, que ce qui se passe dans le procès et pas sur un documentaire à charge à la télé. Donc ça, je trouve ça très choquant. Ensuite, sur la rupture des discussions faites dans un bureau fermé, il y a 2 points. Je pense qu'il y a effectivement, on a des relations des fois sur des procès, un peu quand il y a des tensions, où on peut se retrouver dans le bureau fermé du juge avec le parquet ou l'avocat général. Des choses se disent. Là, le problème, c'est qu'il y avait des choses qui étaient très graves qui ont été dites par le président de la cour d'assises, notamment sur la pression qu'il subissait et les injures qu'il avait sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'il ne se sentait plus, qu'il se sentait personnellement atteint. Il aurait dit que ça serait mieux que ce soit une femme. Voilà, il a dit 2 choses. Que ce serait mieux que ce soit une femme. Bon, elle aurait peut-être subi aussi des pressions, de toute façon, des réseaux sociaux aussi. Et sur le fait qu'il ne supportait pas d'avoir des hashtags contre lui et qu'il le vivait mal et qu'il se sentait perturbé et dans ce procès. Donc je comprends le fait que Dupond-Moretti puisse après en tenir compte en disant il n'est pas capable de juger de manière objective parce que, il considère que si ça avait été une femme, ce serait mieux. Et de 2, il est déstabilisé par les réseaux sociaux. Donc ça pose un vrai problème dans la conduite des débats. Donc ça, je peux comprendre qu'il puisse en faire part. Mais en même temps... rompre la foi du palais est quand même problématique parce que ça veut dire qu'on n'aura plus cet espace de discussion qui est de plus en plus réduit parce qu'on a de plus en plus se méfier, les magistrats. On a de plus en plus de mal à avoir des discussions off entre guillemets avec les magistrats et à pouvoir parler avec eux. Et là, je pense que ça va tendre les relations sur ce sujet-là. Je ne sais pas ce qu'en pense mon confrère, mais voilà. Maître Ohanessi. Alors, je pense que dans tout système de règles, il y a un équilibre à trouver. Et un petit peu comme en matière contractuelle, où le principe veut que les parties co-contractantes exécutent de bonne foi leurs accords, lorsque vous avez des principes, il faut qu'il y ait une loyauté, si vous voulez, qui soit partagée. Dans l'affaire Dupond-Moretti, entre guillemets, puisque en l'occurrence, il n'était pas en plus, lui, dans le bureau du juge à ce moment-là, c'était un de ses associés, Antoine V, qui était là. Le problème est que non seulement le président a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire à cette occasion-là, et notamment, en plus de ce que vous avez dit, il a expliqué que certaines questions, il n'aurait pas posé certaines questions, il n'aurait pas osé poser certaines questions que certains de ses assesseurs ont posées. Ça fait beaucoup quand même. Et lui-même n'a pas tiré les conséquences de ça. Et c'est là qu'il y a aussi une rupture de loyauté dans le procès pénal. C'est-à-dire que pour faire moins abscon, vous avez un président de cour d'assises qui vous explique simplement qu'il n'est plus capable de juger, que le procès ne peut pas être loyal, qu'il y a un problème gravissime, et c'est tout. Et le lendemain, vous avez entendu ça
d'ailleurs pas en aparté, pas simplement les avocats de la défense, mais tous les avocats, tout le monde était là. Je tiens à le préciser, parce que très souvent, ce qu'on appelle la foi du palais, ce sont des échanges bilatéraux entre un avocat et le juge à certains moments, un espace, si vous voulez, qui échappe au contradictoire parce que justement ce sont des échanges privés. Là, c'était un petit peu différent. Je ne veux pas dire que c'était un petit peu à l'américaine, vous savez, comme quand vous voyez dans les films, là, avec les parties qui demandent, mais c'est un peu ça. Donc, si vous voulez, ces échanges ne faisaient grief à personne, tout le monde savait, etc. Quand même. Bon. Ensuite, il y a un grand principe de la justice qui est quand même la manifestation de la vérité, etc. etc. Donc, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Donc, déjà, est-ce qu'on était dans le cadre de la foi du palais? C'est discutable. Et en plus, c'était tellement grave ce qui a été dit. C'est Moretti lui-même qui reprend ce terme. Hein, mais c'était tellement grave, si vous voulez, que comme le lendemain, à l'audience, aucune conséquence n'en est tirée, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous donner un dernier exemple, et puis après je laisserai la parole, parce que les avocats, et puis moi en particulier, j'ai tendance à la monopoliser, mais... un exemple trivial, vous savez, vous avez la même chose sur le secret professionnel, etc. Je sais pas, vous allez vous confesser, vous allez voir un prêtre, vous allez vous confesser, puis vous lui dites, écoutez, je peux pas, je vais assassiner demain un petit enfant, il habite là, voilà, je tiens à vous le dire pour être pardonné, voilà. Qu'est-ce qu'il fait le prêtre? On va dire, il va violer le secret de la confession, ou quelque part il va aller voir le procureur, en espérant lui être pardonné par Dieu s'il a rompu. Bon, voilà, c'est tout. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut prendre quand même ces distances avec les imprécations, etc., sur la rupture. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait eu rupture, parce que je pense que c'était tellement grave ce qui s'est passé que la défense n'a pas eu le choix. Voilà. C'était juste une question pour m'éclairer. Là, il y a un report du procès. Est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas le même président? Oui. Mais en fait, vous avez Vous avez des sessions d'assises, c'est souvent les mêmes présidents. Non, il y en a plusieurs. Ah, d'accord. Il y en a plusieurs. D'accord. Il ne faudra pas que ce soit les mêmes assesseurs non plus. Non, et puis de fait, ce ne seront pas non plus les mêmes jurés. Oui, c'est des mêmes jurés, c'est sûr. On sera sur une autre année. Donc, Jean-Charles ou Stéphane? Non, moi je suis assez convaincu par ce que ces deux brillants avocats nous ont dit. Je suis assez d'accord avec l'un comme avec l'autre. Il y a un côté choquant parce qu'en plus, Dupond-Moretti, il est peut-être un peu aussi en train de toujours être dans la manifestation la plus éclatante de son talent, etc. Donc c'est systématiquement des sorties qui n'en finissent pas sur chaque procès. Il est presque en train de se vergéciser, je trouve. C'est un peu dommage, mais... Pas un compliment dans votre bouche, je suppose. Si, non, mais Vergès, c'est un très grand avocat, mais... C'est pas la défense de rupture, hein. Non, mais... c'est pas la même chose, à mon avis, mais bon. Dans ce côté, à chaque fois j'interviens, je vais essayer de créer des mini-scandales, des trucs, de toujours intervenir... Il a toujours une bonne raison d'intervenir. Sur l'affaire Mera, on pourra en discuter longtemps. Cela dit, avec la mère Mera, je trouve que c'est assez limite, mais... Les magistrats, souvent les magistrats peuvent aussi être impressionnés par la personnalité de certains avocats, par la réputation de certains avocats, ça joue aussi. Les jurés surtout. Et les jurés, bien sûr. Parce que devant une cour d'assises, je n'ai pas plaidé devant une cour d'assises, et ça n'arrivera probablement jamais, mais j'allais vous dire, on fait autant de non-droit que de droit. Autant de rhétorique et de psycho, parfois à deux balles, d'ailleurs, là, il y a de la psychologie, que du droit. Mais là, ce cas est vraiment intéressant, parce qu'il y a une espèce de conflit de loyauté, la loyauté qui devient un vrai principe de droit processuel. Il y a un très bel ouvrage qui a été écrit sur cette question. Loyauté, au fond, des avocats vis-à-vis du président, loyauté du président vis-à-vis à la fois des accusés et de la défense et vis-à-vis de lui-même. Le président aurait pu ou aurait dû se déporter. Mais le fond vient de là. Il n'y aurait peut-être pas eu de rupture de cette foi du palais qui, à mon avis, je vois ça de l'extérieur, a une importance capitale, qui met de l'huile dans des rouages qui sont parfois... Oui, c'est ça, parce que c'est important pour des avocats de temps en temps d'avoir des conversations privées avec mais encore une fois, là, le contexte est différent. Vous savez, il y a un autre exemple qu'on peut donner, c'est le secret professionnel entre avocats. Ouais. Il est absolu. Il est absolu jusqu'au moment où il ne l'est plus, comme tout principe. Vous avez notamment des exceptions notables. La première exception, c'est évidemment pour les besoins de sa propre défense en tant qu'avocat. Vous n'êtes plus tenu au secret
si vous êtes vous-même mis en cause. Donc vous pouvez le rompre pour vous Parce que là, défendre. vous devenez accusé plutôt qu'avocat. Et puis il y a un autre concept peut-être un peu moins connu des confrères, mais qui existe en déontologie, c'est ce qu'on appelle l'abus de confidentialité. Et notamment pour éviter le mensonge par omission. Vous voyez donc vous pouvez avoir dans un procès un confrère qui va soit dire carrément des contre-vérités dans ses écritures ou dans ses arguments, soit omettre sciemment certains points fondamentaux, alors que vous les savez, parce qu'il vous les a dit ou écrits. Ça, si vous voulez, c'est une violation des principes déontologiques. C'est une déloyauté, en fait. Et donc, la déloyauté vient du premier. Pardon ? La déloyauté vient du premier. De loyauté, la déloyauté, pardon. Vis-à-vis du confrère, en fait. Ouais. Donc, en fait, vous ne pouvez pas, sous le couvert du secret, mentir, en fait. C'est ça. Ou escroquer ce qu'on appelle le tribunal, en fait. Voilà. Donc, tous les grands principes, même les plus absolus, vous en avez plein. Vous avez la résistance à la loi injuste. Voilà. Donc, tous les principes doivent être appliqués strictement, sauf peut-être quand d'autres principes supérieurs commencent à être en jeu. Et à mon sens, en tout cas, si je devais défendre Dupond-Moretti là, dans cette affaire-là, c'est ce que je dirais. Je dirais que le principe supérieur, c'est-à-dire la justice, en fait, était gravement atteinte et que, d'une certaine manière, ils n'ont pas eu le choix. Et je dirais une dernière chose, le procès aussi qu'on leur fait dans ce cas-là, c'est accessoirement de vouloir absolument renvoyer le procès. Pardon, mais en tout état de cause, même sans cet événement-là, s'ils veulent renvoyer le procès pour quelque raison que ce soit, c'est quand même leur droit. Ça fait partie de la stratégie de défense. A fortiori, si on est dans un contexte délétère, où vous avez des réseaux sociaux, des reportages qui sont diffusés, etc., c'est tout à fait leur droit, accessoirement. Voilà. Oui, mais alors, évidemment, parce que derrière cette affaire Tron, il y a l'atmosphère, l'affaire Weinstein, etc. Bon, et on peut supposer que la défense peut-être envie qu'on juge cette affaire un petit peu plus tard, dans un climat qui sera peut-être plus apaisé. On ne sait pas s'il le sera ou pas. Mais l'histoire de la justice, elle est faite de ça. Il y a eu combien de condamnés à mort qui ont été condamnés à mort parce qu'il y avait eu un crime terrible qui s'était commis, qui avait été commis au moment de leur procès, par exemple. Non, c'est l'histoire même de la justice, ça. On ne peut pas reporter tout le temps les procès parce qu'il y a une dans l'ère de la société, il y a un climat qui est délétère, et puis, ou qui est contre l'accusé. L'irruption des réseaux sociaux avec tous les excès que ça suppose, il va vraiment falloir s'y faire, parce que là, sinon, on ne peut pas à chaque fois se réfugier derrière ça. Enfin, ça va être compliqué, en tout cas. Je pense que non, il faut faire avec, ou essayer de faire sans, mais c'est tout à fait dommageable que ce soit le service public qui ait diffusé cette séquence. Mais si c'était pas sur le service public, ça aurait été sur n'importe quelle chaîne. Ça aurait été passé, voilà, ça aurait été le même problème, mais ça sera de façon ingérable. Donc il va falloir s'habituer à ça. Donc je pense que c'est pour vous, c'est des nouvelles. Ce qui est très étrange, c'est quand même que des responsables éditoriaux, enfin des rédacteurs en chef aient laissé passer ça, parce que je veux dire, ça s'est jamais fait jusqu'à présent. Enfin, on savait très bien pendant un procès qu'on ne pouvait pas passer un témoignage comme ça. Enfin, mais ils ont probablement dit que sinon un autre le ferait, un autre canal, un autre réseau, et que ce serait dommage. Donc, donc la justice sereine, c'est peut-être une époque révolue. Ça va être compliqué. Cela étant dit, il existe quand même beaucoup d'interdictions dans d'autres domaines, par exemple en matière électorale. Vous avez un calendrier électoral précis. À partir d'un certain moment, il est interdit de parler, de diffuser, etc. Ça existe quand même. Et c'est arrivé par Nicolas Sarkozy qui avait demandé d'ailleurs le report d'un documentaire sur lui, parce qu'on était en période. C'est en primaire. Les primaires des Républicains. Ça existe, mais Internet n'ayant pas de frontières, ce qui va être interdit en France sera diffusable depuis l'étranger et consultable depuis la France. C'est compliqué. Bien sûr, mais il y aura toujours un risque. Enfin, en tout cas, voilà, ça existe. Et ce qui est dommage, c'est que dans notre cher pays, très souvent, on soit obligé, pour résoudre les problèmes, d'inventer des interdictions à chaque fois, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et donc là, alors qu'on pourrait se dire que, surtout quand on est journaliste, qu'on est attaché à la liberté d'expression, à la loyauté, au contradictoire, enfin, normalement, à l'objectivité, enfin, etc.,
on peut regretter surtout que des journalistes même aient l'idée, ou n'aient pas l'idée, simplement, en conscience, de s'empêcher de diffuser un reportage comme ça en plein procès d'assises, quoi. C'est surréaliste. Alors après, c'est surréaliste, oui, c'est très étonnant que c'est fou, très étonnant que des responsables C'est irresponsable. ils ont quand même un peu de métier. Enfin ça, sachant très bien que ça... D'autres sont virés pour moins que ça. Enfin, Oui, c'est quand même... Oui, il faut en parler, je pense. C'est comme une sorte de faute professionnelle. Vous voulez parler de ça tout de suite? Bien sûr. Non, un mot quand même. Mais vous n'êtes pas obligé de répondre parce que ça peut être gênant après tout. Mais Dupond-Moretti donne plutôt une bonne image des avocats ou pas? Joker. Mais on n'est pas obligé de répondre. Hein. Mais c'est une image que j'aime bien, personnellement, Non, voilà. de quelqu'un qui n'a pas peur de l'affrontement. comme on Et- est aussi, oui, là, oui. et puis comme il fait quand même pas mal d'envieux, parce que en toute objectivité, on peut lui reprocher plein de choses. Hein. Je sais pas comment il se comporte avec les confrères, je sais pas Il si est c'est bon, quelqu'un de pas mal. gentil, d'agréable ou pas. Il est très agréable. Mais en tout état de cause, c'est un avocat brillant Ouais. qui a réussi. Il a Et réussi, qui est très et qui, confraternel. contrairement à Vergès, obtient des résultats. qui obtient des résultats. Et peut-être que c'est pas le cas de tous les avocats. Donc bon. Acquittateur. Oui. Non, il y avait ce dessin qui me faisait... C'était au moment de l'affaire Barbie. Et je crois que c'était dans Le Monde qu'on avait vu ce dessin. Il y avait Barbie qui disait non seulement il est cher, mais en plus il est nul. Barbie condamné, évidemment. Oui. Mais bon. Passons à un texte, alors, qui est devenu maintenant la figure de proue de la liberté d'expression. Alors, je disais que vous allez publier avec Maître Emmanuel Pirat, qui est un des spécialistes de ce sujet, un gros livre sur la liberté d'expression, un livre très... En fait, c'est un code, ça n'existe pas encore. C'est ça, une oui. compilation de textes C'est ça. et C'est un de livre très juridique, jurisprudence très- ordonnancée absolument. thématiquement, avec un index important, etc. Donc, Et- c'est très intéressant, en fait. Et alors, je ne l'ai pas lu, évidemment, parce qu'il n'est pas encore... Non, ça se lit pas à la plage, J'ai hein, lu non plus, juste c'est pas un tout petit peu un début de préface où vous dites la liberté d'expression, au fond, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ça fait partie si vous voulez, des droits fondamentaux dont en réalité tout le monde sait ce que c'est, mais qui n'est pas défini C'est pas défini. c'est ça. spécifiquement. Et tant mieux, d'une certaine manière. Oui, parce que si on doit définir, Voilà. évidemment, Donc, on donne des c'est un limites. principe, alors pour moi sacré, mais au sens, voilà, c'est un principe supérieur. Peut-être que c'est même la reine de toutes les libertés, quand on y réfléchit vraiment. Donc une fois qu'on a dit ça, voilà, il faut veiller à son respect. Alors, on peut parler du cas de Tex. Alors, pour rappeler, pour ceux qui... Enfin, on en a beaucoup parlé, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas suivi. Tex est un animateur d'un jeu de France 2 qui s'appelle À nos amours. Et il était invité dans une émission sur C8, je crois. Sur notre chaîne. Oui. Sur notre chaîne. Et il raconte une histoire, une blague qui est vraiment assez mauvaise sur le... On l'a raconté sur les violences conjugales, le thème des femmes battues, qui est évidemment pas la meilleure période pour raconter ça. Et France Télévisions a décidé de le licencier. Voilà, en gros, j'ai résumé. Oui, c'est parfaitement résumé. Je veux juste insister sur le fait que c'était pas... il se fait virer du service public pour une blague pas très fine, effectivement, sur une autre émission où il était invité non pas en tant que salarié du service public... Non, pour son spectacle, pour son DVD, pour le DVD de son spectacle. Voilà, absolument. il a une double casquette, quoi. Donc... après, bien évidemment, on peut dire que ça tombe mal, une blague sur les femmes battues en ce moment, etc. Mais si on commence à trouver des moments pour faire des blagues sur tel et tel sujet, on fera bientôt plus de blagues du tout. C'est de toute façon c'est absolument ce qui est en train d'arriver. La moitié des sketchs de Coluche sont impossibles à passer maintenant à 1 heure de grande écoute. Toutes ces blagues, on ne va pas les raconter ici, parce que sinon la télévision va être mise à feu et à sang ici. Enfin, des blagues sur les Turcs par Coluche, enfin, des tonnes de blagues de tous les humoristes. Le viol de Monique.
Voilà, non mais ne serait-ce que ça, à chaque fois, on ne peut plus rien dire. Alors qu'après, la présidente de France Télévisions a sûrement surréagi après les déclarations du président Macron qui a dit que ce service public était la honte de la France. Elle a dû se dire, bon voilà, il y a le feu au lac, il faut que je surréagisse. En l'occurrence, c'est plutôt la secrétaire d'État. La secrétaire d'État. Oui, mais non, mais il parle d'une déclaration non, antérieure. oui, mais c'est le président Macron qui avait dit. Je ne crois pas que ça avait rapport avec l'émission à nos amours, enfin. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non, mais Macron ayant critiqué le service public, elle s'est sentie vraiment. Elle s'est dit, il faut que je laisse rien passer. Effectivement, Marlène Schiappa qui en rajoute une couche. Enfin, je veux dire, elle filait un note dans son bureau. Elle devait se dire, oula, c'est une catastrophe. Vite, éteignons. Ou alors ils ont profité de la. Voilà, mais ça me fait penser. Après 18 ans de présence. Non, mais comme dit Patrice, ça me fait penser à des dossiers que je peux avoir au cabinet où les employeurs ont un dossier mais qui n'est pas hyper solide, où il y a quand même des éléments pour essayer de licencier quelqu'un, et tout d'un coup, c'est la cerise sur le gâteau. Ils attendent le bon truc. Et là, ils ont sauté. Voilà, je pense qu'ils ont sauté dessus pour. Ce serait quand même un peu curieux de la part d'une chaîne de télévision de virer un animateur qui est là depuis 18 ans, dont l'émission fait un véritable carton. Ils vont continuer l'émission, je crois. Non, mais avec lui. Donc l'émission, elle gagne des parts de marché quasiment chaque dimanche. Donc c'est assez curieux, c'est assez rare de virer quelqu'un dans ce cas-là. Hein. Oui, mais enfin, bon, voilà, je trouve ça vraiment bizarre. Donc, Non, la vraie question, alors, c'est peut-être de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre la réalité et la fiction? Raconter une blague, c'est une fiction, c'est pas un comportement, c'est pas du harcèlement, c'est pas du viol, c'est pas des, enfin voilà. Et puis à contrario, ça pourrait être une critique des hommes. Hein. Et ça pourrait, blague. oui. Alors, après, j'ai pas. Voilà. Il faudrait finir, mais je crois que dans son spectacle, il raconte cette histoire pour se moquer justement des hommes, oui. Voilà, et des hommes violents, et non pas pour accabler les femmes battues. Mais au-delà de ça, je veux dire, est-ce qu'une blague c'est de la réalité? Non, c'est une fiction. Est-ce qu'on a le droit de censurer la fiction? Voilà, c'est ça la vraie question, non? Moi, alors je sais pas si je. Si, bien sûr, allez-y. Parler, mais je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. Ouais. Premièrement, vous verrez qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet, et on l'a fait encore ce soir, la première chose que chaque personne fait, c'est dire bon, la blague était nulle. Oui, c'est vrai. Premier point. Et ensuite, on parle du sujet. Donc moi, je vais vous dire. Je ne sais pas si la blague était nulle ou pas. C'est une question de. Peu importe. Non, mais ça concourt de sentiment, très oui. politiquement correct. C'est subjectif. Pour bien montrer que, attention, non, c'est pas le sujet. Ce n'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, la blague peut faire rire plein de gens. Ouais. Moi, elle me fait rire. Enfin, voilà. Parce que je la prends comme une blague, évidemment. Ça, c'est le premier point quand même. Mais c'est le point le plus important. C'est une blague. Alors, si à chaque fois qu'on fait de l'humour, il faut d'abord dire attention, c'est de l'humour, donc ne le prenez pas au premier degré. Vous verrez, d'ailleurs ça doit commencer même dans certains spectacles, si vous verrez, ça va arriver dans les spectacles d'humoristes, si certains passages choquent des personnes, etc., c'est-à-dire qu'on rentre dans un monde absolument hallucinant. Donc, en plus, en l'espèce, il faut quand même savoir qui prononce cela. C'est-à-dire qu'il est bien évident que si vous aviez un député à l'Assemblée nationale qui à un moment donné s'est élevé en réaction à un propos et avait sorti cette blague-là, vous voyez, peut-être que le contexte eût été différent. Là, vous avez quelqu'un qui est humoriste de métier. C'est son métier de faire des blagues. Il me semble que l'intention compte quand même dans ce que l'on prononce. Donc c'est un monsieur qui est humoriste de métier, qui sort une blague, qui par définition est faite pour choquer, aller à contre-courant, etc. Et je vais même rajouter, pour terminer de mettre les pieds dans le plat, que c'est justement parce que il y a le contexte actuel, qu'on parle de Weinstein, balance ton porc et tout, que ça vient à l'idée de faire cette blague-là. C'est justement pour ça. Et quand il y a des attentats, eh bien, Charlie Hebdo sort la caricature de Mahomet, justement, etc., etc. Donc c'est dingue, en fait. Donc on rentre, à mon sens, dans un processus là qui est d'une gravité extrême. Voilà. Après, savoir si la blague est drôle, si le texte est drôle en général ou pas, c'est pas le sujet. Vous avez eu raison de me reprendre là-dessus, j'aurais pas dû dire, en effet. Vous l'avez fait, vous l'avez fait. Non, mais vous avez raison, on le dit presque par réflexe. Par réflexe. Après tout, l'humour, c'est subjectif, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que vous avez dit qu'elle est nulle parce qu'on est dans le contexte Weinstein.
Moi, je peux pense pas que dire, c'est- voilà. je peux pas dire que c'est l'histoire qui C'est me un fasse peu- le plus c'est- rire au monde. Mais moi, Ouais, je la vieille. suis pas Ouais, d'accord la avec vous. vieille. Non, mais c'est une blague. J'ai dit qu'elle n'était pas terrible parce qu'elle est surtout très très vieille, quoi. Donc Ouais, voilà. ouais. du recyclage, hein. Voilà. Oui, ça, Moi, c'est- j'adore les humoristes. Je vais souvent au spectacle, etc. Et j'aime bien que les mecs Oui, se quand c'est un peu renouvellent un peu. nouveau. Et là, on se dit bon, ok, c'est. Mais je pense qu'il a des Mais arguments. vous avez tout à si- fait raison. C'est pas le sujet. Je pense qu'il va. Je sais pas s'il va contester son licenciement ou pas, mais il a quand même. Je crois qu'il est un très bon avocat, même, Ouais, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il a quand même des éléments pour contester son licenciement, dès lors qu'il est sur C8 en tant qu'humoriste. Ah oui, voilà, je pense Et que- voilà, il aurait fait cette blague dans l'émission qu'il anime sur France Alors, Télévisions. est-ce qu'on peut c'est pas autre dire, pardon, chose, mais, alors, là c'est plutôt la spécialité de droit social, mais est-ce qu'on peut pas dire que dans la procédure de licenciement qui porte atteinte à l'image qui est celle de Oui, mais de la chaîne qu'il emploie? Oui, mais là, il est en tant qu'humoriste et déconnecté de son métier, de son contrat de travail sur France Télévisions. Il l'aurait fait, c'est pour ça, il l'aurait fait sur la chaîne publique dans le cadre de son émission, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, Les Amours. Peut-être que là, il portait atteinte à l'image de son employeur parce qu'il était payé pour ça. à mon avis, Là, il y a eu- purement en droit social, hein, pas en termes de... Voilà. Tout à fait. Il y a eu bien pire dans l'émission Les Amours que cette Il y a eu bien pire. histoire-là. Le point positif, c'est que des humoristes de Oui, tous les horizons Oui. Tout le monde soutiennent. soutient. et voilà. Ouais, Alors, absolument. il y a quelques On humoristes. a même qui- parlé de Desproges et Voilà. de Coluche. Il y a quelques humoristes pas très sympas sur une chaîne de radio du service public qui, eux, tirent à boulet rouge sur lui, Ah oui. ce que je trouve assez peu confraternel Confraternel, et assez peu intelligent. Mais bon. Oui, non, mais des gens comme Stéphane Guillon, ça, Voilà. Mais qui ont sinon, pris sa défense. toute la galaxie, à part cette petite bande de Oui, France mais Inter, pour ne je pas les ai la nommer, entendus- ils sont oui, tous. mais je les ai entendus plutôt le soutenir aussi dans une émission. Non, mais pour Et puis Jean-Charles, entre de toute 17 et façon, 18. c'est Entre 17h et 18h Ah qui bon ont... Oui, qui Mais sont c'est allés les ennemis. plutôt- Vous savez que c'est les ennemis. Je sais que c'est les ennemis... Oui. Non. Ils sont des gauchistes. Ils Oui, m'énervent- c'est ils ça, m'énervent- c'est ils des m'énervent- gauchistes. Ils ont Non, clairement mais les choses, Jean-Charles. si seulement c'était des gauchistes, c'est ravi. Mais ils sont tellement dans le politiquement correct et dans l'évidence, dans le. Oui, mais là, je suis pas d'accord avec vous, ils parce que aiment j'ai pas la entendu guerre, ils aiment l'inverse. pas le truc. Ouais. Voilà, c'est. Vous dites ça parce que vous vous déguisez en noir comme Griezmann. Oui, On peut pas dire qu'ils prennent. On peut pas dire que cette joyeuse bande qui est parfois très drôle. Mais il n'était pas déguisé en noir, Griezmann. Non. Il était déguisé en Harlem Globetrotter. Oui, non, oui. Ouais. Là Et aussi, et non, mais. si c'était déguisé en Harlem Globetrotter en En blanc, blanc. En blanc, oui, Il y c'est a il un aurait été problème. déguisé en quelque chose. Oui, il manquait qu'un truc quand même. En un truc de fiction, Ok. donc bon. Cela dit, alors. Donc c'est pareil, l'intention là. Quelle est l'intention Ouais. derrière? Alors tout le monde sait pertinemment qu'il n'y avait pas d'intention, mais on fait quand même le procès. Donc ça s'appelle vraiment un procès C'est d'intention. d'intention. Et aujourd'hui, on ne fait que ça. Oui, absolument. On ne fait que ça parce Mais- qu'en réalité, on utilise sciemment ce qu'on appelait autrefois le politiquement correct pour essayer de faire passer certaines idées, etc. Donc c'est Mais très 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 est-ce que délétère. votre livre ne devrait pas rétrécir en disant finalement la liberté d'expression n'existe pas, point. N'existe plus. Mais vous savez, ce que vous dites est juste, Patrice. C'est-à-dire que dans un système libéral au sens Ouais. de 1789, du régime juridique français, le contenu d'une liberté n'est pas a priori déterminé. Et donc on peut prendre la question par tous les bouts. Nul n'est capable, sauf à être un véritable imposteur, mais ce n'est pas évidemment votre cas, de définir ce que c'est que la liberté d'expression, puisque dès lors que j'évoque la question de liberté, je ne parle dans un régime libéral que d'une seule chose, je ne parle que des limites. Le champ des libertés, c'est le fait de savoir quelles sont Où les est-ce que limites ça s'arrête acceptables et quel système de garantie je mets en place pour que ces limites ne soient pas excessivement attentatoires aux libertés. Mais les libertés ne sont pas définies a priori, et le contenu d'une liberté, il est vide. Elles sont Et c'est proclamées, à- en fait. elles sont proclamées directement. Bien sûr, et c'est à chacun de remplir ce vide. Et on le voit là, toutes les questions qu'on se pose, est-ce qu'il avait le ça droit dépend ou de pas le droit, période. etc. A priori, il avait le droit. Et ensuite, au droit de dire s'il a ou non dépassé des limites, alors je crois qu'il ne les a pas dépassées. Enfin, devant les juridictions du travail, je ne sais pas, mais enfin, devant un contentieux de ce type-là, par exemple, devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est évident qu'il l'emporte sans aucune difficulté. Dans le Conseil des prud'hommes, je ne sais pas. Devant la Cour d'appel, je pense qu'il l'emporte. Voire devant les juridictions françaises. c'est Mais pareil. c'est d'ailleurs grave, en fait, même de fonder un licenciement là-dessus, parce que quelque part, le signal qui est envoyé, c'est il n'avait pas le droit. C'est une faute.
Il a fait, là, en bah, fait, oui, si bah vous oui. voulez, il est licencié probablement. ce qui est pour dit, faute, à tout le monde, là, en réalité, c'est, voilà, nous, Oui, on mais le ça sera licencie terrible, ça. parce qu'il a commis une faute. Or, il n'en a commis aucune, A priori, il a le droit. Ouais. sauf preuve du contraire. Bah oui. Voilà, Oui, donc sauf c'est ça à qui est la grave. limite contre ce qu'on disait, c'était peut-être contre le bon goût, mais ça c'est totalement subjectif. Mais C'est ça, pas, c'est c'est pas pas le du droit. droit, C'est pas le droit, du- c'est la morale. C'est de la morale, oui. exactement. C'est de la morale personnelle, mais enfin Ouais. c'est pas de la morale. En plus, la géométrie variable. Et on parlait aussi tout à l'heure, vous évoquiez la question de la liberté d'expression de la part des élus. De la part, on disait, est-ce que si ça avait été prononcé à l'Assemblée, etc. Alors c'est vrai que a priori, enfin pas tous, mais les élus sont peut-être un peu plus attentifs parce que leur préoccupation c'est de se faire réélire essentiellement. Donc maîtrisent mieux la langue de bois. Déjà, ils maîtrisent peut-être un peu mieux la langue de bois, mais surtout là aussi, il y a et c'est heureux, notre système juridique et le système européen confère une protection très forte à la liberté d'expression des élus, beaucoup plus forte que vous avez les avocats, les universitaires, les journalistes et les élus, qui sont 4 catégories qui bénéficient d'une protection particulière, d'une protection spécifique de leur liberté d'expression, de leur liberté. Les avocats, notamment, Lié au débat politique. liés voilà, à la nécessité de pouvoir une s'exprimer controverse très politique. largement. Et la controverse politique doit se régler politiquement et pas par le droit, et pas juridiquement. Donc, à la limite, soyons fous, si Tex avait été député, il aurait pu, je crois aussi, prononcer voilà, cette histoire. On a le droit de faire des Voilà, blagues. à l'Assemblée Je suis pas nationale. sûre. Au cours d'une séance de nuit, aurait-il été réélu, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est un autre Il y a eu- débat. il y a eu pire aussi à l'Assemblée. Il y a hein, eu je pense, pire. hein. Il y a eu oui, Bah, il y a eu eu, pire. il y a eu des insultes. Des insultes, oui. Il y a des insultes qui se sont parfois réglées en Oui. duel. En duel avec C'était Gaston sur Defferre. le pré, oui. Gaston Defferre en 67. Ouais. Là, ça avait de l'allure, au moins. Ça avait de l'allure, oui. Ouais, Ouais. voilà, plutôt que d'aller saisir le juge. Évidemment. Justement, puisqu'on est sur la liberté d'expression, là, Gallimard pense republier les pamphlets antisémites de Céline. Et là aussi, ça fait c'est une vieille histoire, ça, parce que Lucette Descaves ne voulait pas qu'il soit publié. Maintenant, elle a 105 ans, je crois, maintenant, mais enfin, elle serait plutôt d'accord. C'est vrai que là aussi, hein, est-ce qu'il faut encore interdire des écrits, sachant que si on est un peu malin, on peut se les procurer assez facilement aujourd'hui, mais est-ce que l'interdiction d'écrit vous semble quelque chose qu'on peut envisager aujourd'hui ou pas? Ben, encore une fois, l'important, me semble-t-il, c'est l'intention des personnes, en fait. Si L'intention de ceux qui publient, par exemple, de les ceux qui pamphlets, publient, hein. de ceux qui écrivent, de ceux qui lisent, L'attention de de Céline, ceux on qui la connaît à peu près, là, promeuvent, donc, de quand ceux il l'écrit. qui font la publicité, etc. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire, si je suis une association à connotation raciste, un peu connue, etc., et puis que Ah oui, d'accord. j'édite, je réédite, ben, Ouais. on pourra peut-être légitimement penser qu'il y a une arrière-pensée. Voilà. Si je suis un éditeur qui édite toute l'œuvre de Céline et qui décide depuis je ne sais pas quand et qui décide cette réédition, là déjà Oui, c'est partagé. Oui, Il y a eu le même Oui, sujet avec Mein Kampf. Oui, absolument. Voilà, ben, si vous êtes historien, vous avez quand même envie qu'il y ait à un moment donné un bouquin pour pouvoir. Mais c'est quand même, oui, c'est quand même intéressant de pouvoir Voilà, consulter votre. sachant qu'il n'y a plus trop. trop enfin, quoique maintenant, vu ce qui se passe dans le monde, j'allais dire, il n'y a plus trop de jeunesse hitlérienne, etc. Oui. Donc, Oui, c'est- enfin, Il y en a. Justement, Non, il y en a, mais- mais si vous Vous voulez. avez raison, ça peut être utilisé. Mais si vous voulez, tout peut être utilisé, tout de- propos, etc. C'est utilisé Bon, par des historiens, par des. par Antoine des Griezmann militants, se déguisant en ouais. globetrotter, ben, vous allez avoir des gens qui vont dire qu'il est raciste, que c'est blackface, etc. Je crois qu'il a découvert lui-même ce terme. Oui. On peut toujours tout faire dire à n'importe quoi, n'importe qui. Voilà, donc ce qui compte, c'est l'intention. Et puis d'ailleurs, pour le coup, Emmanuel Pierrat en a beaucoup parlé, Oui, parlé que moi beaucoup, sur oui. ce sujet-là, sur les rééditions, etc. Absolument, non, Faut-il je le juger demandais ça parce que Faut-il interdire une œuvre, absolument. au nom de ce qu'aurait pu faire son auteur Mhm. Est-ce qu'il y a une identité entre l'œuvre et puis l'auteur Bon, Mais est-ce que, parce que justement, Pierre a fait beaucoup de livres. Alors, il y a aussi sur le sexe, il y a aussi sur beaucoup de sujets qui ont été censurés, sur la censure. Enfin, est-ce que c'est une question difficile. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de censure aujourd'hui, plus notamment dans les publications, dans les livres, ou
pas. Ah oui, Ou d'autocensure. D'autocensure absolument incroyable. D'autocensure, oui, probablement. De la part de beaucoup de directeurs de journaux, comme d'éditeurs, comme de toute personne qui peut délivrer une certaine connaissance ou un certain type d'information. Effectivement, une trouille colossale de tout le monde en se disant si je publie ça, je vais perdre la moitié de la population. Si je publie ça, je vais perdre telle subvention. Si je publie ça, je vais me mettre mal avec telle communauté. Enfin voilà, c'est absolument terrible. Non, parce que la censure fait partie aussi de l'histoire de la littérature et de. Oui, mais enfin, on peut estimer qu'il serait bien que l'histoire aille vers moins de censure que vers plus de censure. Relisez, comme on dit, la thèse de Jack Lang, qui est excellente, l'État et le théâtre, où il fait une forme d'histoire juridique de la censure, qui fait partie évidemment de toutes les activités culturelles, artistiques, etc., qui a plus ou moins toujours... oui, c'était avant son arrivée à Nancy. Oui. Je trouve qu'après, si les choses peuvent provoquer des débats, tant mieux, c'est très bien. Comme ça, on peut parler des choses, on peut en discuter. Vous vous rendez compte que Flaubert... C'est parfait. Voilà, Flaubert a été l'objet d'une procédure à la sortie de Madame Bovary. Non, absolument. Ça, Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de procès judiciaires, si je peux dire, que de procès médiatiques, enfin, de buzz, comme on dit aujourd'hui. Et qui empêchent les choses, enfin, du coup, mais qui ont des conséquences presque aussi terribles que l'interdiction judiciaire. Mais tout démarre de façon ridicule. Enfin, j'ai fait un parallèle qui n'a peut-être pas grand-chose à voir au départ, mais la déclaration de la dernière Miss France, qui juste avant d'être élue, dit voilà, pourquoi pas moi, il y avait une brune, il y avait une blonde, il y a une Miss avec une crinière de lionne, pourquoi pas une rousse. Ça a déchaîné, mais les passions, les gens ont parlé de race, enfin, on tombe sur la tête, enfin, une crinière de lionne, alors que... C'était la dernière Miss France qui était Miss Guadeloupe, Miss Guyane, pardon. Voilà. Une lionne n'a pas de... c'est pas ça? Le problème, c'est ça, que la lionne n'a pas de crinière. Je ne suis pas expert dans les... Le lion a une crinière. Le lion, oui, c'est probablement le manque de culture inhérent au milieu de la mode. Parce que dans le milieu de la mode, c'est une expression très connue et qui est vraiment un compliment. Une crinière de lion. Voilà, donc c'est vraiment un truc connu. Mais vous avez raison, parce que personne n'a relevé la... Moi, vous voyez, c'est ce qui me... Je ne savais pas, et c'est ce qui me... Zoologique, c'est fini. Mais tout le monde, mais il y a eu des réactions. Voilà. Non, comment une crinière, on la compare à une bête, quoi. Voilà. Oui, d'accord. C'est pas beau. C'est pas bien. Mais c'est ridicule. Mais c'est tous les jours, il y a quelque chose. La taille de guêpe, ça ne va plus non plus. Voilà. Alors, je profite peut-être d'avoir des juristes autour de la table et un éditeur, parce que ça ferait un bon bouquin. Aussi. On en cherche. Non, je ne sais pas si vous avez vu cette affaire de criminel qui a été confondu 27 ans après le crime, le crime se soit produit, qui a été acquitté pour ce crime-là. Alors, il se trouve que le type, il est en prison pour d'autres crimes qu'il a commis. Mais si on théorise un peu l'histoire, voilà, quelqu'un qui est acquitté et dont l'ADN montre qu'il est le criminel. Juridiquement, il ne peut pas être jugé, puisque quelqu'un qui a été acquitté ne peut pas être jugé. Mais est-ce que ce principe, justement, de l'acquittement qui profite à la personne qui a été accusée, tient encore avec les progrès scientifiques qui permettent maintenant de savoir à coup sûr si quelqu'un est coupable ou pas? Jusqu'à présent, on pouvait avoir un doute. Il y avait des éléments, mais on disait, bon, il a été acquitté, et peut-être certains peuvent penser qu'il est coupable, mais on n'avait pas de certitude. Là, on a une certitude. C'est un beau sujet, je trouve. De roman? Non, peut-être. Mais de roman, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si après... il est légalement innocent et scientifiquement coupable, mais voilà. Enfin, bon. Et il faut... Non, alors, vous pensez qu'il ne faut pas revenir sur ce... Le procès en révision ne fonctionne que dans l'autre sens. Quand il est condamné, on s'aperçoit qu'en réalité, il est innocent. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Oui, sauf qu'aujourd'hui, on peut avoir comme ça... Mieux vaut un coupable en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Condamné, mais là... J'essaie de vous dire tout ce que je sais, Patrice. J'ai mes mains sur le buzzer, vous voyez. L'idée... Non, mais j'entends bien, mais l'idée que, comme ça, il peut y avoir un coupable dont tout le monde sait qu'il est coupable en liberté... Est-ce que mais il est sans doute pas le seul. Est-ce que ça ne remet pas en cause ce principe, justement, que l'acquittement doit profiter à un accusé?
il profite pas à l'accusé, il en bénéficie, il est acquitté, il est acquitté. Oui, mais ça lui Voilà. profite. Donc ça lui profite. J'aime pas beaucoup l'expression profiter. C'est le mot qui me gêne. Alors, moi ça me fait penser à quelque chose qui me tient pas mal à cœur. C'est le concept d'innocence. À titre personnel, je suis opposé, alors je vais faire hurler tout le monde, mais pas à la présomption d'innocence, mais à ce concept de présomption d'innocence. Et en fait, c'est le terme innocence, moi, qui vous choque. Qui me choque. Je sais pas d'où ça vient, ça doit être un héritage judéo-chrétien ou je ne sais quoi. Pour moi, ça n'a rien à voir à faire, ça ne devrait rien avoir à faire, en fait, dans le système judiciaire. Alors, c'est écrit, c'est dans le code pénal. Vous préféreriez présomption de non-culpabilité. Voilà. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, aucun tribunal, aucune juridiction pénale ne prononce l'innocence de quelqu'un. Non, personne. Oui. Mais c'est important. Oui, pas condamné. Oui. C'est très important. Donc en fait, on n'est juste pas coupable. Donc, d'ailleurs, je laisse ça à votre perspicacité, mais vous avez en amont la présomption d'innocence et en aval, soit la culpabilité, soit la non-culpabilité. Il n'y a pas d'innocence. Pas d'innocence, oui. C'est important. Et vous avez raison, parce que quand, souvent, des gens qui sont poursuivis se pavanent en disant, mais la présomption d'innocence, on a l'impression qu'ils disent, on est innocent. Mais c'est un principe procédural, c'est tout, c'est rien de plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas été condamné. Non, mais oui, ça veut dire que il appartient à l'accusation de faire la preuve. C'est simplement un principe procédural et on lui fait dire sans doute beaucoup plus. Le mot est important quand même. Mais il est important et c'est pas neutre du tout. C'est pas neutre du tout. Il est trop fort. Et donc aujourd'hui, il est galvaudé puisque tout le monde. Oui, présomption d'innocence. Y compris sur les plateaux de télé ou autres. Bon, alors il est présumé innocent, bon, vous voyez, un peu comme on a dit, bon, la blague est nulle. Hop, ça c'est fait, et puis après on aborde le sujet, et là on y va. Mais en fait non, ça ne va pas. Donc moi je ne suis pas tellement, en tant qu'avocat, pourtant farouchement attaché à la défense, mais vive les droits de la défense et abat la présomption d'innocence. Oui. Voilà, vive l'accès au dossier, vive le contradictoire, vive les droits de la défense, la présomption d'innocence. Moi je préfère que mon client soit présumé coupable dès le départ, et avoir le secret de l'instruction, l'accès au dossier complet, le contradictoire, la loyauté des débats, oui, l'innocence. C'est un peu compliqué pour le grand public, votre idée. Quand même. Je sais, mais pourtant c'est un vrai point. Non, mais pourtant c'est un vrai point. Oui, c'est un vrai point parce que c'est vrai que c'était quelque chose dont on parlait peu il y a quelques années, en réalité, la présomption d'innocence. Quand vous êtes acquitté au bénéfice du doute, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avec le système judiciaire que l'on a, comme vous l'avez justement rappelé, dans lequel l'accusation doit prouver la culpabilité, quand elle ne peut pas le faire, on dit on s'arrête là. Et vous laissez la personne vivre et on passe à autre chose. On ne dit pas elle est innocente, c'est tout. Alors évidemment pour les parties civiles, puisqu'il faut aussi bien peser ces mots, une victime c'est une personne qui est reconnue comme victime. Donc s'il y a un acquittement, alors elle va pas être victime mais de quelqu'un d'autre en l'occurrence. Voilà. Mais tous ces concepts sont à manier avec précaution, mais ça peut être effectivement difficile pour des victimes ou des parties civiles d'avoir un acquittement pour défaut de preuve. Voilà. Mais que faire ? Que faire ? On va dire, écoutez, alors par défaut, on n'a pas trop d'éléments, mais allez, on veut pas laisser des gens... Dans le doute, on enferme les gens. Bon, c'est le début de la fin. Ouais. Mais ça vous fait rigoler quand on le dit comme ça, mais en fait, non, mais vous avez raison, appliquer ce principe-là à chaque cas d'espèce que vous considérez, et vous verrez, c'est pas si simple que ça. Alors, il nous reste à peu près 3 minutes, donc peu de temps. Et alors, il y avait des sujets comme Notre-Dame-des-Landes, peut-être qu'on pourrait revenir quand même rapidement sur 2017. Si je vous demandais le fait que vous retenez de l'année, en dehors peut-être de l'élection présidentielle, mais après tout, pourquoi pas. En dehors du pape aussi, peut-être, qui revenait chaque année. Enfin, c'était une boutade. une plaisanterie privée. Non, ça c'était la personnalité de l'année. Mais... Voilà, la personnalité de l'année. Non, le fait qui vous a marqué en 2017, c'est pas d'ailleurs l'élection présidentielle, je dis pourquoi pas, parce que c'est important. L'arrivée de Neymar et de Mbappé au PSG. Très bien, voilà. Très bonne idée. Beaucoup d'argent et beaucoup de bons joueurs, donc à plein de titres, c'était une information intéressante et que je retiens. Et Stéphane s'est abonné à toutes les chaînes de football. Voilà, oui, je le convainc. Pour suivre l'Islande de très près. Oui. Ah oui. 2017, écoutez, pour moi, une très bonne année pour les huîtres de ma région.
qui était fabuleuse. D'Oléron, Marraine, etc. Oui, qui a été malade à un moment, non? Ah oui, mais voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus, bien, oui. au point qu'on va chercher des naissins au Japon pour essayer de repeupler, etc. Mais 2017 a été un très bon cru pour les huîtres. Et on ne l'a pas assez dit. Et on ne l'a pas On assez l'a dit. pas assez dit, mais on va s'en régaler. On va en manger. Dépêchez-vous parce que c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Le cru 2018 sera peut-être pas aussi bien. Vincent Ohanession. Oh, écoutez, je ne sais pas, je dirais qu'en tant qu'avocat, ce qui m'a pas mal frappé, c'est l'affaire Fillon, en fait. Oui. Le processus, justement, par rapport à la présomption d'innocence, le contradictoire, ce qui se disait sur les plateaux télé, le fait que maintenant, d'ailleurs, on n'en parle plus du tout parce Alors que ça maintenant, m'a plus c'est plus intéressé. du tout. Alors est-ce qu'il est. Et ça m'a... en dehors du fait... Est-ce qu'il serait pas en dehors, innocent? non, mais à la limite, encore une fois, peu importe. Je veux dire, c'est pas ce dont je Non, parle, non, de savoir si c'est mal, si c'est bien, s'il est coupable ou pas. Mais la manière dont ça a été traité et surtout l'impact que ça a eu pour la première fois, c'est-à-dire que concrètement, j'ai envie de dire, les médias en général, ont fait l'élection d'une certaine manière. C'est quelque chose qui m'a marqué en tout cas. Mmh. Oui, c'est vrai. C'est la première fois. Première. Ah oui. Florence Mercadet. Non, moi, ce qui me réjouit, c'est le renouvellement du personnel politique. D'avoir d'autres têtes, plus jeunes, avec d'autres idées. J'espère qu'elles ne prendront pas des travers de l'ancienne politique. Et puis, de voir l'explosion des partis politiques, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se réécrire et de partir sur des pages blanches et de réécrire autre chose. Et vous êtes confiante pour 2018, donc? Ben, j'espère bien. Oui. Oui, oui, plutôt. Ouais, plutôt confiant. Politiquement, oui. Oui. Non, sinon, en règle générale, pas tellement. Non, je pense pas que la société s'améliore. oui, Donc, d'accord. Tout fout le camp en résumé, Jean-Charles. Pas tout, Est-ce que c'était mieux avant? Certaines choses. Non, C'était mieux avant ou pas? Non, mais ça risque d'être pire. Là. D'accord. Est-ce que 2017 était mieux que ne sera 2018? Eh bien, l'histoire nous le c'est dira. une question dont nous débattrons la prochaine fois. si Dont vous nous le voulez débattrons bien. après les fêtes de fin d'année. Après les fêtes de fin d'année, absolument. Après Noël. Merci beaucoup Florence Mercadet, merci beaucoup Vincent Ohanession, et vous revenez évidemment quand vous Bah, écoutez, voulez. Je reviendrai Merci. dès que vous m'inviterez. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup Stéphane Monson, merci beaucoup Jean-Charles Lajoigny. Bonne fête à tous et on se retrouve si vous voulez bien l'année prochaine.